Romain Lefebvre, un éleveur en Ariège qui élève des vaches et aujourd'hui on fait un reportage spécial pour France Soir. Alors Romain Lefebvre, qu'est-ce qu'on fait là exactement? Alors, là, je suis en train de donner un peu de foin aux vaches et aux petits veaux. Je leur donne 2-3 fois par jour. Là, il y a tout le monde, il y a le taureau là, en décolore. Il a quel âge le petit vous? Le petit là, le petit, il a 3 mois. Les petits, en fait, ils ont 3 mois, ils sont nés en pleine DNC, pile au moment de l'obligation vaccinale. Et, euh, et donc, il y a 3 petites femelles et le mâle. Et Romain, quand on a à faire face à une maladie comme la DNC, à une forme d'obligation et qu'on a des bébés, qu'on a des petits comme ça, est-ce qu'ils ont un ressenti, on va dire, de ces normes qu'on peut recevoir? Quelle est la manière dont on réagit? Bah, eux, ils n'ont pas de ressenti de ça. Par contre, rien que l'angoisse après avoir vécu quelque chose comme Borde, où quand même, là, c'est la police qui vient pour intervenir sur les exploitations. L'angoisse que moi, je peux ressentir, tous les animaux le ressentent. C'est du non-verbal, mais si moi, je suis stressé, à ce moment-là, ils ne s'approchent pas. Les chevaux, c'est encore plus fin. Mais oui, ils ressentent en tout cas mon angoisse. Donc, ça fait pas un terrain favorable. Et moi, j'ai beaucoup... c'est un peu ça qui m'a réveillé et qui m'a poussé à lutter un peu pour nos droits, là, parce que à partir de Borde, je me suis dit, j'ai pas envie de voir ça chez moi, et, de voir les autorités porter mes vaches à quoi que ce soit. Elles sont en liberté ici et en fait, elles sont très sensibles. Donc, quand les vétérinaires viennent tous les ans, déjà, c'est un sketch. Les vaches, ça leur arrive de tout casser pour éviter le vétérinaire parce qu'elles sentent qu'on va les contraindre. Et vu qu'ils vivent en liberté, ils savent bien faire la différence. Romain, vous êtes d'ici, en fait, comment avez-vous atterri dans cette ferme? Alors moi, je suis originaire de la région parisienne et j'ai grandi quand même avec un grand-père en Normandie. J'allais souvent en Normandie, donc nourrissais les vaches, j'avais un contact avec les animaux, les vaches, les chevaux. Mais c'est un choix il y a une vingtaine d'années de quitter la ville et de choisir plutôt la ruralité, la nature, l'autonomie. Plus d'autonomie et plus de nature. Manquerait un peu prendre des racines. Euh, voilà. Donc vous avez vécu la ville avec ses normes, ses obligations, et aujourd'hui vous êtes à la campagne avec, comme vous dites, des animaux en liberté, Ouais. des hommes et des femmes en liberté. Quand on reçoit, on va dire, comme vous l'avez fait, un certain nombre de normes de la part de Paris, comment on réagit? Bah, il y a des normes qui pourraient être justifiées. Et à ce moment-là, c'est une question de bon sens après. Le problème des normes qu'on reçoit sur de l'élevage de la part de gens qui connaissent pas les bêtes, ça, c'est pour nous, c'est des normes incompréhensibles qui peuvent pas se ramener à du bon sens. Il y a trop de choses qui collent pas. Quand les normes agricoles devraient être travaillées par les agriculteurs, que ce soit pour de la culture ou pour de l'élevage. Travailler avec les agriculteurs ou par les Je agriculteurs? pense même par les agriculteurs. Moi, en tout cas, je pense que les gens les plus à même de juger ce qu'il faut faire, les bonnes méthodes avec, et qu'on la connaissance de, toute de tout ce qu'on fait, c'est les éleveurs ou les agriculteurs. Après, on peut très bien passer ensuite pour normaliser tout ça par des gens qui savent mieux écrire peut-être que nous. Et encore que, on voit bien que dans le combat qu'on fait là, on apprend. De toute façon, notre métier, c'est un métier qui, en permanence, euh, doit se réinventer. On bosse avec les saisons, on travaille avec le temps. Là, en ce moment, il y a beaucoup de boue dans les champs. Ce serait vraiment malvenu de contraindre des animaux dans la boue. Et j'ai l'impression que les normes qu'on nous donne ne prennent pas du tout en considération euh, la vie, la vie de la nature, en fait. C'est des coins de bureau, mais moi j'ai ce problème de pas comprendre. Quand je comprends pas, je peux pas, je peux pas quand je comprends pas, je peux pas mettre en place des mesures chez moi si je les comprends pas et si elles résonnent pas comme quelque chose qu'à avoir, qu'à aller avec du bon sens, mais qui est pratique.
Il y a trop de choses qui ne font pas. Aujourd'hui, on nous impose des normes qu'on ne peut même pas mettre en place. Contraindre des vaches en plein hiver quand il y a de la boue pour pouvoir les vacciner ou même autre chose, c'est pas raisonnable. On ne peut pas le faire, en tout cas en pleine nature. Il y a certains types d'élevage le permettent, mais bon, on voit bien que tout ce qui arrive de là-haut euh, n'a pas été consulté par des gens qui vivent le métier. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, on ne nous demanderait pas de contraindre des vaches en pleine nature, en plein hiver, quand il pleut et quand on a 50 cm de boue au fond des contentions. Donc en fait, dans ce que j'entends, vous ne parlez pas que de la maladie, en fait, vous parlez même de la vie des animaux, de la prise en considération de leur bien-être? En fait, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense pas maladie dans la vie. Moi-même, je suis peu souvent malade. Et mes animaux mes vaches n'ont jamais été malades. Voilà, j'ai eu un petit veau à la naissance qui a eu un problème dû à un lait trop riche de sa mère, mais c'est même pas de la maladie. Et on sait agir. Et quand nous, on a un problème sur des élevages, on se retourne pas vers le gouvernement ou vers forcément les vétérinaires. Avant tout, moi, je vais voir les voisins, les éleveurs, leur partager le problème que je peux rencontrer. Et il y en a très, très peu. D'ailleurs, les vaches, ça fait partie des animaux, et les chevaux aussi, d'ailleurs, des animaux qu'on ne vaccine pas, qu'on ne traite quasiment jamais. Euh, donc, effectivement, nous, on travaille avec surtout des éleveurs, des gens qui connaissent les bêtes, quoi. Euh, En dernier recours, on va aller voir le vétérinaire. Il y a des soins très, très simples à donner à des vaches. Il y a des traitements, quand elles ont de la fièvre, on peut donner de l'aspirine à une vache. Donc, c'est un traitement qu'on connaît même pour nous-mêmes humains, qui réagit très bien en cas de fièvre, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mes vaches en pleine nature, bah, elles mangent une variété importante de végétaux et elles ont leur immunité déjà bien acquise. Et même sur cette problématique de DNC, on sait que les vaches s'immunisent toutes seules de la DNC et sont finalement peu malades. Donc nous, on favorise toujours le terrain d'une immunité naturelle de l'animal, que ce soit le cheval, et on voit que les chevaux n'ont jamais de maladie, c'est pareil, ils vont toujours bien. Il y a des blessures, on peut avoir des animaux qui se blessent en nature. Donc ça, c'est des soins on va remédier à ça par de la bétadine, par du désinfectant en fait. Nos animaux aussi nous connaissent. Donc moi, je peux approcher mes animaux, mais ils reconnaissent les gens, donc voilà, ils vont pas aller vers n'importe qui. Le vétérinaire, à chaque fois, quand il se présente chez nous, et c'est obligatoire pour les vaches une fois par an, et on accepte ça, hein, de faire des prophylaxies, donc de faire des tests sanguins pour déceler éventuellement des maladies graves. Les vaches, elles savent très bien que c'est le vétérinaire et elles sentent cette tension monter. Et là, bon, une vache, c'est quand même un animal qui a énormément de force. Les chevaux aussi, c'est plusieurs centaines de kilos. Et quand c'est pas d'accord, bon, ben, on le ressent et ça peut même faire des dangers pour nous, éleveurs, pour le vétérinaire et pour la vache. Donc, c'est des choses qu'on essaye d'éviter au maximum, de contraindre les De animaux et de les stresser mettre les en animaux, stress. hein. Voilà, exactement. C'est vraiment Et des choses à éviter. Romain, vous avez parlé de vos voisins, vous avez parlé de l'entraide avec les agriculteurs. Tout à fait. Cette entraide, aujourd'hui, est-ce que elle est, comment vous pourriez la décrire et comment vous discutez entre vous de ces normes qu'on peut avoir à Paris? Bah, nous, on voit ça un peu, on rigole un peu. Au début, on en sourit. Après, quand ça commence à être des mises en demeure avec des contraintes financières et de fermeture d'exploitation, là, on en rit moins. Mais Parce que là, en fait, c'est ce qui s'est passé avec la DNC. Quand vous vous là, c'est opposez à ça, certaines mesures normatives, tout à en fait. fait, maintenant, on utilise La des contrainte. incitations, la contrainte. Ah, de la Et vous pouvez contrainte. décrire exactement ce que vous recevez? C'est quel type de papier? Eh bien, c'est des mises en demeure des préfets qui nous contraignent donc à vacciner nos vaches de force. Ça peut aller jusqu'à vacciner nos vaches de force. Je reçois en ce moment, alors là j'ai des recommandés qui arrivent. J'ai un recommandé qui est arrivé avant-hier, qui me stipule que donc j'ai plus le droit d'aller abattre mes vaches, de passer à l'abattoir. Quelqu'un qui ferait du lait, moi je suis pas dans le lait, mais quelqu'un qui ferait du lait ne peut pas vendre son lait. En fait, on bloque l'exercice de la personne parce qu'il n'a pas vacciné. Et cette même lettre, je l'ai reçue en main propre il y a 2 jours avant par les gendarmes qui sont venus me la livrer. Et le gendarme, alors j'étais pas là, mais il m'a appelé, il m'a dit écoute,
c'est le gendarme du village en plus, hein, c'est pas des gendarmes inconnus. Donc c'est dans la proximité qu'on a, nous, dans nos villages, on connaît bien les gendarmes. Ils interviennent régulièrement, donc on les voit sur les accidents de la route, sur de la petite délinquance, on les connaît. Le gendarme était étonné, il me dit, mais on m'a jamais demandé d'amener une lettre en main propre à un éleveur ou à quiconque d'ailleurs. C'est la première fois qu'on me demande de faire la poste. Et effectivement, donc il y a une double, le même recommandé arrive en deux temps, par les gendarmes et par recommandé la poste. Donc on voit qu'il y a une pression qui monte. Moi, j'en suis à mon 3e. Au début, il y avait une peine encourue d'une amende par nombre de vaches. Donc c'était quand même des. Moi, j'ai pas beaucoup de têtes, mais pour un éleveur qui a 100 têtes, à 750 € par tête, on est tout de suite à des sommes de dizaines de milliers d'euros. Et en plus, on vous bloque l'exploitation, on vous empêche d'exploiter. Donc ça veut dire qu'on met les gens à la rue, les éleveurs à la rue, pour ceux qui n'ont pas vacciné. Donc nous, pour en revenir à la question d'avant, moi quand je parle aux éleveurs, même les éleveurs d'ici, quasiment tout le monde a vacciné, hein. On est à des taux jamais vus en termes de Plus de taux 90%, c'est on ça. a plus de 94% même. Mmh. D'ailleurs, je crois, on est arrivé à 99% là aujourd'hui. Moi, je parle avec des éleveurs qui ont vacciné. Et on est très bien entre nous. Nous, on ne juge pas la personne qui a vacciné. On comprend aussi, eux, ils sont désolés pour nous. D'ailleurs, ils nous appuient dans les plaintes qu'on porte parce que la violence à l'animal et la cruauté envers les animaux, ils ne sont pas d'accord. En fait, on est assez d'accord. Tous les éleveurs sont assez d'accord sur ce point. Il y a peut-être des instances plus politisées d'éleveurs qui, eux, prennent des partis un peu verticaux par leur commandantura, j'ai envie de dire, par les chefs, quoi. Mais en fait, quand on parle en proximité, moi, je m'entends bien avec tous les éleveurs ici. Je les vois sur les marchés, on échange des petits remèdes qu'on connaît, des techniques, notamment pour la. Moi, j'ai remarqué par hasard un jour que l'étang, qui est un des vecteurs de la DNC, euh, fonce dans l'huile de vidange. Un jour, j'avais fait ma vidange de voiture et je m'aperçois qu'au bout de 2 jours dans le bac, il y avait plein de temps. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai laissé mon huile de vidange sous un abri et je me suis aperçu que j'ai enlevé pendant plus d'1 an tous les temps de chez moi. Donc, il y a ces expériences qui parfois tombent sur des hasards de circonstances. Je le partage et du coup, ils font pareil. Ils me disent, mais ça marche super bien. Et on échange comme ça toute l'année. Été comme hiver, quand la DNC est arrivée, tout de suite, on en a parlé entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu conseilles? On a eu les conseils de nos vétérinaires. On a eu les conseils de même moi, de mon contrôleur bio, parce que je suis en bio ici, m'a dit il faudrait absolument mettre du Répulsy. Parce que Donc vous vous renseignez d'un point de vue scientifique, vous essayez de comprendre ce qui se passe, donc de discuter les formules de terrain, on va dire l'expérience de terrain, le retour d'expérience avec les vétérinaires. La DNC, c'est quand même une certaine forme de maladie. On vous oppose des arguments, on va dire, scientifiques dans ces normes. Est-ce que vous regardez ces éléments scientifiques? Comment vous faites pour valider entre vous cette science qui parfois peut être dénuée du terrain, comme vous dites? J'ai envie de dire que la première chose qu'on fait, elle est plutôt empirique. Moi qui me suis monté en bovin il n'y a pas longtemps, ça fait 11 ans que je suis agriculteur, mais je me suis lancé dans le bovin il y a 3 ans. Je ne suis pas parti comme ça en m'achetant une vache sur le marché et j'en ai parlé aux éleveurs autour. Et ensuite, j'ai acheté, donc je me suis renseigné à l'avance. Ensuite, j'ai sélectionné la race que je voulais développer, à savoir la Galloway, qui est une petite vache, une mini vache, qui est destinée plutôt à la viande. Euh, et j'en ai parlé à des éleveurs. Ils m'ont donné des. J'ai demandé, mais comment les contenir? Qu'est-ce que je dois préparer? Qu'est-ce qu'il me faut prévoir? Donc, on m'a expliqué. En fait, c'est plutôt empirique sur des éleveurs qui, eux, parfois, font du bovin depuis des générations. Donc, c'est vraiment la première lecture qu'on a. Elle est plutôt, en tout cas la mienne, elle est plutôt empirique que technique et scientifique. Ensuite, quand on m'oppose des arguments sur l'ADNC, par exemple, quand on m'oppose des arguments, quand les vétérinaires viennent me voir et me disent il faut absolument vacciner, c'est obligatoire. Je dis bon d'accord, ok, mais est-ce que c'est efficace? En fait, ça me pose des questions. Et c'est une question de bon sens. J'ai besoin d'être éclairé sur ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc je pose les questions aux vétérinaires. Et moi, ce que j'ai remarqué sur la DNC, alors que ce n'est pas le cas sur le problème de colique néonatale que j'avais eu sur mon petit veau, je suis allé voir mes vétérinaires. Ils m'ont dit bon, bah, c'est ça. Ils ont identifié, il faut du charbon, de l'argile. Voilà, on a fait c'est les vétérinaires qui ont agi sur le veau pour le sauver ce coup-ci. On n'est pas contre. Par contre, là, il m'explique et je comprends. Alors que pour la DNC, c'est vertical. C'est la loi, c'est comme ça, il ne faut pas faire autrement. Et nous, on a demandé beaucoup d'éclairage.
Et il se trouve que du coup, vu qu'on ne nous a pas éclairés, on est allé chercher la science. Parce que il n'y a pas au niveau empirique en France, il n'y a pas de retour empirique de la DNC puisqu'elle vient d'arriver sur notre territoire, la maladie. Mais du coup, on a besoin de comprendre en tant qu'éleveur. Donc, on a étudié, on est allé voir ce qui se passait au niveau des études, on a été voir tout ce qui était international avant même que ça touche notre région ariégeoise. Et là, on s'est rendu compte qu'il existe des traitements, que en fait, c'est une maladie bénigne. Elle a 100 ans, cette maladie. Donc, tout ça, on l'a lu. Et du coup, on se documente, on en parle entre nous d'une manière à nouveau, on remet ça dans l'empirique de ce que l'un sait par rapport à l'autre et tout. Et on s'aperçoit que la maladie se gère très bien au niveau de l'élevage. Et notamment les animaux en liberté, parce que dans les bovins, il peut y avoir, en fonction des techniques d'élevage, il peut y avoir des animaux plus ou moins fragiles. Une vache à qui on tire du lait tous les jours, d'un point de vue immunitaire, il est plus fragile qu'une vache qui vit à l'extérieur et qui mange plein de végétaux et qui est en liberté totale et qui n'est pas trop contrainte. Le stress, l'angoisse, quand les vétérinaires viennent et quand on contient les vaches, qu'on les enferme finalement dans des petits couloirs pour pas qu'elles bougent, pour pouvoir leur faire les prophylaxies, donc les prises de sang et tout ça, à ce moment-là, on baisse aussi l'immunité de nos vaches. Nos vaches, dans le stress, on sait tous que l'angoisse génère une perte d'immunité. Voilà, ça c'est la science, mais c'est aussi du bon sens. Donc on mélange un peu tout ça. Nous, on est obligé de s'adapter à chaque chose. Hier, j'avais ma jument qui s'était pris les pattes dans les fils ici. Alors, j'ai pas d'électricité, moi, mais les animaux, j'ai pas besoin de mettre d'électricité. Ils restent à la maison, ils aiment bien chez nous. Mais elle était coincée ici. D'abord, je l'ai rassurée, elle était angoissée, elle avait peur qu'il y ait de l'électricité. Bon, finalement, dans le rapport à l'animal qu'on a, et en me voyant moi apaisé, moi je savais quoi faire pour intervenir, il n'y avait pas d'angoisse pour moi, elle l'a ressenti de suite. Donc elle m'a laissé complètement opérer au milieu des pattes, de lui enlever le fil. Et tout ça, ça passe dans un lien à l'animal qui est non verbal. Nous, avec nos animaux, on a beaucoup de rapports, ils nous connaissent bien, on se connaît bien, on se côtoie tous les jours, mes vaches sont là, j'habite juste au-dessus, on se voit tous les jours et elles savent très bien quand je vais bien, quand je suis angoissé. Et donc le non-verbal, c'est une autre forme de langage que je ne connaissais pas quand j'étais citadin, que j'ai développé ici en achetant mes terres avec des chevaux qui étaient là et que je devais, entre guillemets, apprivoiser. Et finalement, aujourd'hui, on s'en sort très bien. Et j'ai envie de dire que même avec les hommes, ça va dans les deux sens. Parce que même avec les hommes, maintenant, le non-verbal est là. Je n'avais pas conscience de ces choses-là, moi qui étais un peu de la ville. Et aujourd'hui, c'est juste efficace. Le non-verbal est très efficace. L'angoisse se ressent, le stress, quelqu'un qui va mal, on le sent sans les mots. Donc, voilà. Donc, on essaye de développer les choses dans le ressenti, dans l'intuition, dans le non-verbal et dans l'empirique surtout. Après, la science, parfois, ne fait pas tout. Hein. Il y a beaucoup de maladies que la science n'arrive pas à soigner. Donc, il ne faut pas tout miser dans la science. Moi, je préfère miser dans l'empirique de gens qui connaissent et qui font ça depuis des générations. Je vous laisse travailler, on se retrouve dans quelques minutes. Rita. Ouais, parce que quand elles sont arrivées ici, l'éleveur qui m'avait conseillé m'avait dit écoute, tu mets 2 fils. Et du coup, on a fait livrer 3 vaches, les 3 noires en fait, les 3 femelles. Et elles n'avaient qu'1 an. Donc 1 an pour une vache, c'est vraiment l'ado, quoi. C'est la vache qui n'a pas encore tout vu, qui n'a pas encore l'expérience de la vieille vache. C'est une erreur que j'ai faite parce que c'était sur conseil d'un éleveur et en même temps il m'a dit prends-en des jeunes comme ça, ce sera bien. Et en fait, par la suite, j'ai compris que j'aurais peut-être pu en prendre une vieille histoire qu'elle soit au calme et qu'elle soit habituée à pas mal de choses. Et donc vous me dites qu'elles ont tout un prénom. Un prénom. Ça c'est Rita, on a Rufus, c'est le taureau, le Oreo là, en mode Oreo. Là on a Loupiote, elle c'est la coquine qui aime bien visiter, aller plus loin que les limites. Là on a Philoche, c'est la craintive, c'est celle qui mène l'alerte pour tout le monde. D'ailleurs on parle d'elle, hop, elle commence à partir. Et ensuite on a Jeannette et Aline, les blanches là-bas là, avec les petits. Et les petits, on n'a pas encore donné de prénom aux petits. Il y a des gens qui voudraient les nommer pour les sponsoriser en fait. Ils voudraient nous aider dans notre lutte et je proposais que peut-être ils puissent avoir vu que c'est des futures mères reproductrices les petites et que ça part pas en boucherie, je proposais que peut-être ils puissent choisir le nom eux-mêmes s'ils avaient envie d'aider à l'élevage, quoi. Voilà.
Mais du coup, les trois noirs, au début, ça a été un sketch. Le premier jour, on les a livrés ici. Il y avait des poules dans le champ et l'éleveur me dit: tu devrais enlever tes poules parce qu'elles en ont jamais vu, elles risquent d'avoir peur. J'enlève les poules du champ. Et là, les vaches sont parties dans la forêt, là-bas, là, tout au bout. Là. Elles sont allées à l'autre bout, là-bas. Elles ont couru, elles sont parties, elles ont tout cassé, elles sont parties. Et j'ai mis un mois pour les ramener. Mais du coup, je marchais avec elles, dans la forêt là-bas. J'arrivais à aller les voir tous les jours et à les rapprocher petit à petit pour les ramener jusque chez moi. Et après, j'ai mis un grillage comme ça. On appelle ça de l'Ursus, c'est plus du grillage à moutons. Et du coup, j'ai mis ça pour les contenir un peu mieux. Elles sont revenues. Et là, quand on est en train de se parler, quand elles vous regardent, en fait, quel est le contact qui se passe avec la vache, avec l'animal? Alors là, tout de suite là, vu que j'ai un seau jaune dans la main, le contact, il est comment ton seau, il est rempli ou pas? Parce que elles peuvent être méfiantes, mais en fait là, ce qu'elles veulent, c'est du grain. Je leur fais de la farine bio moi-même avec du blé de l'orge. Et du coup, viens là, viens. Du coup, ce qu'elles veulent, c'est manger. Voilà, c'est bagarre. Hein. S'il y a du grain, alors lui surtout, lui. Là, il n'y en a pas dedans. Je vais aller en chercher, je vais leur donner. Ça, c'est lui il a le premier mot, c'est le mâle, c'est le taureau. Il n'y a rien, j'y vais. Donc ça, c'est le moulin avec la farine pour... Voilà. Je mets mon grain dans des sacs et après je mixe ici et je fais moi-même mon mix. Donc en fonction des saisons, si on est plutôt en hiver, je vais renforcer un peu avec du maïs. Je suis tout en bio, mais je vais mettre un peu plus de maïs pour que ça fasse du gras, que ça fasse de la graisse, que ça les renforce en graisse. Quoi. Et là, ma mixture, c'est maïs, orge, blé. Et par contre, on peut adapter. Donc là, je vais remplir un seau pour leur donner. Et ça, je le fais moi-même. Alors, je le fais faire aussi aux enfants. C'est bien, comme ça, ils participent à la nourriture. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens, ma louquette. Oui. Voilà, là, on voit la mise en place de la hiérarchie avec qui est le chef de qui. Tiens, ma belle. Viens là, viens. En fait, là, ça compte plus qui a le droit de manger. Elle préfère encore montrer c'est qui la chef que de vraiment manger le tas, quoi. C'est là où on voit la mise en place de qui est chef de qui. Et alors, Le taureau, lui, on l'embête pas. Lui, il est toujours tout seul. Ah, ça, c'est le jus, ça. Et donc, quand vous avez des gens qui viennent à la ferme et qui voient la manière dont vous traitez les animaux, dont vous leur parlez, dont vous les élevez, et après, quand ils se disent on va peut-être manger de cette viande, quelle est la relation qu'on a? Alors, moi, personnellement, je me suis monté dans le bovin pour faire de la bonne viande de qualité. Donc, moi, j'ai fait un choix, mais en même temps, là, quand je racle ici, là, c'est là où elle mange tout l'hiver. Quand je racle, ça, je le mets au jardin. Donc, ça fait en fait du fumier pour le jardin. Pareil avec les chevaux. En fait, tout ça, c'est un lien dans l'ensemble de la culture, de l'élevage. C'est tout un ensemble, en fait. C'est indissociable, presque. Et c'est sûr que là, par exemple, le petit mâle qui est là-bas, c'est du bœuf, quoi. Après, les trois femelles, il y a deux couleurs. Je me suis dit, elle est tellement jolie. Mais c'est la fille du père, donc je peux pas la garder pour faire des bébés plus tard. Ce serait génétiquement, ce serait contestable. En tout cas, c'est pas ma façon de faire. Donc elle, je vais la vendre sur pattes parce que c'est une très belle femelle pour de la reproduction plus tard. Et les deux petites qui sont claires, elles sont pas du taureau. Donc elles, je vais les garder pour pouvoir faire de la mère aussi plus tard. Donc voilà, on a nos affinités avec nos bêtes en fonction. Par exemple, Philoche, qui est la méfiante là-bas, elle est méfiante, mais finalement, avec cette histoire de DNC, ça a donné sa raison d'être parce qu'elle est tellement méfiante que c'est elle qui donne l'alerte aux autres. Donc elle, je voulais pendant un temps, je m'étais posé la question de la réformer, donc ça veut dire finalement de la sélectionner, d'enlever les cas particuliers des vaches un peu trop sensibles pour pouvoir avoir un troupeau stable et calme. Et en fait, non, je pense qu'elle est vraiment utile Donc tout ça, c'est pareil, c'est au fil du temps où j'adapte mon troupeau pour en faire un troupeau calme, posé, de qualité en termes de nourriture, de santé. On voit qu'elles sont toutes en parfaite santé, qu'elles sont dans la pêche. Et Loupiote, finalement, celle-là, fait plus de bébés. Donc la petite qui est là, qui est la coquine du groupe, finalement, si elle ne peut pas avoir de petits, à ce moment-là, il va falloir la sortir et la réformer, elle, de l'élevage, parce que
Bon, elle, je l'aimais bien, hein. C'était vraiment, j'ai démarré avec les trois noirs, donc ça faisait partie de ma sélection d'origine. Mais à un moment donné, on est là pour faire de l'élevage, sélectionner des belles bêtes qui nous fassent. Alors là, c'est pour de la viande, hein. Moi, je mange pas tant de viande que ça par semaine. On mange 2 fois par semaine de la viande avec ma famille. Et on n'est pas des, comme on dit, des viandards absolument. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est faire de l'aliment de qualité, que ce soit les légumes en bio. Ici, à 15 km de chez moi, il y a Cocopelli, cette association qui fait des graines de variétés anciennes, de bons légumes avec du goût dedans. Donc voilà, nous, on s'est ancré dans cette agriculture bio et sur de la culture et de l'élevage. Bon, ben, donc la psychologie des animaux, quelque part, ressemble à celle des humains, puisqu'il y a toujours des lanceurs d'alerte, il y a toujours des individus qui ont un petit peu plus peur. Absolument, absolument, ouais. Ouais, ouais. Et donc vous, dans tout ce que vous avez fait avec la DNC, avec le collectif que vous avez monté, qui est une forme de résistance, on va dire, à ce que vous pourrez considérer comme un arbitraire, vous pensez que même dans votre groupe, vous avez une hétérogénéité, vous vous considérez comme des lanceurs d'alerte. Quelle est la relation? Justement, je pense que dans notre groupe, on est comme. Alors, je n'oserais pas nous comparer à des vaches, bien qu'on ait des animaux, hein. Les hommes sont des animaux un peu différents des autres, peut-être. Mais en tout cas, on est des animaux et en fait, on a chacun notre personnalité, chacun notre qualité, nos défauts. Et finalement, naturellement, vu qu'on n'a pas de chef, on n'a pas de tête, ce sont naturellement dans les qualités et les défauts de chacun et dans les personnalités, euh, il y a quelque chose qui est complémentaire. En fait, on est tous très complémentaires entre nous. Il y en a qui vont plutôt être dans la communication, il y en a d'autres qui vont être des gras de papier, il y en a d'autres qui vont plutôt être dans les partenariats avec certains vétérinaires, rentrer dans des discussions ou avec les syndicats d'ailleurs. Donc, on a chacun nos qualités. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui du collectif libre, qui est en train de s'étendre, hein, parce que maintenant, même les éleveurs qu'on vaccinait la première fois et qui ne veulent pas y retourner pour la dose de rappel viennent vers nous et amène de nouvelles qualités. Et en fait, on est en train de renforcer les rangs, finalement, dans tous les domaines qui sont essentiels à notre lutte là, et notamment les sentinelles. Les sentinelles sont importants, donc il y a beaucoup de gens dans le collectif qui, eux, vont, passent beaucoup de temps sur les réseaux et nous envoient ce qu'ils voient, des nouvelles informations, des choses à approfondir, quoi. Des sujets à approfondir qui se défendent sur l'oppression qu'on subit, parce que c'est vraiment une oppression. On est dans la contrainte jusqu'aux menaces physiques de certaines personnes mal intentionnées, mais on a les contraintes financières, on a les contraintes de fermeture, donc finalement de fermeture d'exploitation, on fait mourir les gens en fait, on fait mourir des éleveurs, des gens qui se lèvent tous les matins, qui s'entreprennent, qui ont des bêtes vivantes. Donc, on va leur demander de fermer leurs exploitations, mais de continuer de s'occuper de leurs bêtes en attendant, on ne sait pas quoi, une saisie des bêtes, ils en parlent aussi. Bon, on ne sait pas à quelle sauce ils veulent nous manger véritablement. Il y a des recommandés qui tombent les uns après les autres, puis ils sont pas de l'un à l'autre. Il y a des nuances, il y a des différences d'un territoire à un autre aussi. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc on va voir l'avenir, ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas, nous, on est là, nous, on est au concret tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Moi, je suis avec mes bêtes toute l'année, et souvent j'ai des gens qui ont des modèles de travail sur lesquels il y a les vacances. Voilà, nous, on n'a pas. Moi, j'ai pas de vacances parce que je m'estime être en vacances presque toute l'année. Ce que ma vie me plaît, je suis chez moi et bon, c'est vrai, je suis en plein air, je suis dans la nature, je me sens bien chez moi. Le problème qui se passe en ce moment pour nous qui vivons un peu ça, c'est qu'arrive de là-haut maintenant des contraintes de gens qui déjà, je pense, n'ont pas idée de ce que c'est que de gérer un troupeau de bêtes qui font 600 kilos, voire parfois plus, hein. Il y a des races de vaches qui montent à 1 tonne. D'un autre point de vue, ça demanderait de la discussion. En fait, ce que nous on fait entre éleveurs, de discuter, de voir les pour, les contre. Voilà, j'ai mis l'Ursus, c'est pas des. Enfin, il y a plein de techniques possibles, il y a plein de modèles différents dans l'élevage et dans l'agriculture. Et on aimerait pouvoir en parler avant d'avoir des lois verticales qui nous disent que maintenant il y a une zone qui s'arrête là, qui commence ici, et puis les vaches à droite mais pas à gauche. Donc le collectif libre, vous en êtes un des porte-parole. Quelle a été la genèse, on va dire, de ce collectif libre? C'est quoi? C'est un collectif qui se bat contre l'arbitraire, qui se bat contre... Alors, le collectif libre, il est né sur cet arbitraire de la vaccination obligatoire. Quand, depuis des mois, et voire des années pour certains,
on était déjà dans l'étude de cette maladie de la DNC en sachant qu'il y avait des remèdes. Donc, l'idée du collectif, ça a été de se monter pour dire que parmi les éleveurs, il y en avait qui interrogeaient sur la vaccination. Parce que la plupart des éleveurs, avec la peur de cette maladie, parce qu'on nous l'a présenté comme une maladie très grave qui avait 40% de mortalité, sans expliquer comment on crée ces chiffres de mortalité, morbidité. Bah, pour les plus aguerris et pour les plus avertis, nous, on savait ce que c'est que mortalité, morbidité. Et du coup, effectivement, les gens ont couru à la vaccination. Et quelques-uns d'entre nous, éleveurs, avons dit, attendez, calmons-nous. Cette maladie, finalement, ça fait 100 ans qu'elle existe. Allons rechercher ce qui s'est fait partout dans le monde. Et rapidement, on a eu des rapports scientifiques, pour le coup, des vrais rapports costauds de personnes de poids qui expliquent que la maladie est bénigne, que la mortalité n'est pas énorme et même est infime. Et là, le bon sens est venu en disant, bon, mais il faut peut-être pas vacciner comme ça à tout prix. D'ailleurs, même au niveau de la stratégie vaccinale, une stratégie vaccinale, on peut le lire dans des rapports, ce qui est bien, c'est de ne pas vacciner tout le monde, de manière à pouvoir observer. On a proposé au moment de l'abattage de Borde de faire de cette ferme avec 207 vaches d'ailleurs pour l'intégralité du troupeau, c'était des vaches en bonne santé. Il y en avait une qui avait la maladie et effectivement, on s'est dit on peut faire les syndicats à l'unanimité, c'est du jamais vu. Les syndicats à l'unanimité, ça n'existe pas normalement. Mais là, ils étaient d'accord pour faire une ferme modèle, enfermer les vaches, observer comment se propage la maladie, à quel point, ben non, ils ont abattu sous 3 jours, ils ont décidé d'abattre tout le troupeau. Et donc là, encore une fois, on est en perte de bon sens. Nous, éleveurs, on a besoin de comprendre, de voir, de savoir comment ça arrive, comment ça se transmet. Est-ce que vraiment c'est important? Comment on va pouvoir identifier que notre vache est malade? Quels symptômes? Parce qu'une maladie qui traverse les frontières, parfois, c'est une maladie qui ne va pas exactement se déclarer de la même manière. Dans la mesure où nous, l'écosystème de nos vaches n'est pas le même qu'en Afrique, l'immunité de la vache n'est donc pas la même. Donc, on a besoin de comprendre pour vraiment perdurer dans le temps. Déjà, on aimerait, nous, alors maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait que ce soit l'immunité naturelle qui prenne le dessus parce qu'elle, c'est à vie. Et qu'on sait que les vaches qui tombent malades de la DNC et celles en proximité développent en fait le système immunitaire avec les anticorps qui vont bien pour être immunisées à vie. Or là, on nous propose en ce moment une vaccination annualisée, un vaccin qui, sur la notice, ne dure que 1 an escompté. Donc, ça veut dire escompté, c'est en espérant, c'est un synonyme d'espoir, de 1 an. Et moi, je préfère que mes vaches, que peut-être que je sélectionne s'il y en a une gravement malade. De toute façon, j'attends que ce soit la DNC ou autre chose, ou même une vache qui se coince entre 2 arbres et qui perd connaissance et qui est amorphe ou quoi. Et parfois, on doit abattre nos bêtes pour des accidents, pour plein de raisons. Donc, on serait les premiers à prendre des décisions, parce qu'on doit pouvoir prendre, quand on est éleveur, des décisions parfois dures, mais on les assume parce que c'est pour le bien-être de tout le troupeau. Donc voilà, cette DNC, cette façon de faire, et le collectif s'est monté pour dire non. Nous, on veut en parler, on veut comprendre, on a des choses à dire. On a interrogé les préfets, donc on a reçu nos premières mises en demeure, et tout de suite, sur nos mises en demeure, il est dit qu'on a le droit avant que la mise en demeure ne soit opérable, entre guillemets, on a le droit à réitérer notre demande de rentrer en discussion sur les points qu'on veut soulever nous, et ça nous est refusé. Donc c'est encore une fois de plus une verticalité. Et nous, cette verticalité sans discussion, sans échanger, n'est pas dans notre modèle de vie, en fait. Notre modèle de vie, il s'articule sur justement de l'empirique, de la science, sur en fait de la connaissance. Et de la compréhension. Et de la compréhension. Et de l'observation. Une énorme observation. En fait, j'ai envie de dire qu'éleveur, en tout cas pour ma part, mon travail, c'est 90% d'observation. Et j'agis très peu, en fait, à part nourrir mon troupeau l'hiver, parce que là, on est en sortie d'hiver, on va arriver au printemps, l'herbe va commencer à pousser, les petits arbres vont pousser. Mes vaches, je vais continuer à leur donner un petit peu d'aliments, comme je fais moi, histoire de garder le contact et qu'elles prennent l'habitude de revenir toujours devant moi pour que je puisse justement les observer. Mais sinon, elles se baladent sur 11 hectares et c'est tout attenant, donc c'est comme si c'était une seule grande zone où elles choisissent forêt, prairie, humidité, sécheresse. Voilà. On laisse les animaux faire leur vie au maximum. En tout cas, dans mon modèle, c'est comme ça que je fais. Je laisse les animaux
au maximum évoluer selon leurs envies, leurs zones et tout. J'aménage certaines zones, d'autres je les laisse vraiment uniquement gérées par l'animal. Et finalement, bon, c'est une race assez particulière, la Galloway, qui a beaucoup de végétaux qu'elle mange. Donc ça nettoie très bien les forêts, donc ça fait des passages, ça réouvre des parcelles un peu fermées. Donc, voilà, j'essaie de jouer. Romain, quand on vous entend, on a l'impression que en fait, la vie est assez normale, que vous écoutez la nature, que vous écoutez vos animaux, que vous essayez de comprendre. C'est la manière dont on a éduqué la majeure partie des Français. Mais je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez dû faire appel à des avocats. Donc, est-ce que le droit est un dernier recours pour vous? Déjà, c'est un nouveau recours pour moi. Et un dernier recours, C'est en finalement, désespoir de oui. cause, quelque Ouais, part. ouais, c'est un désespoir de cause. Parce que voilà, on ne pensait pas en arriver là. C'est un Déjà, échec, on va dire, de ne pas avoir réussi à dialoguer, à converser pour non, protéger, on on va est dire, encore votre dans l'opposition exploitation. pour l'instant, parce qu'on nous a relancé beaucoup, beaucoup pour vacciner, avec des contraintes. Et on ne cède pas. Donc il y a déjà ça, c'est avant les avocats. Et il y a les avocats derrière. On espère que la bataille va être gagnée par nos avocats, parce qu'en plus, je pense qu'elle est vraiment juste et qu'il y a matière à gagner. Donc sur le Mais terrain de la science, quelque part, sur on le gagne. terrain de l'élevage de l'humain, enfin le rapport humain-animaux, vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas. Sur le terrain de la science, vous avez l'impression qu'on ne respecte pas. Et donc il vous reste, on va dire, ce dernier recours qui est le droit. Oui, on ne nous écoute pas du tout. On ne nous interroge pas. On ne veut même pas nous recevoir. Hmm. Donc c'est aveugle, sourd. En face de nous, on a un gouvernement, parce que là, c'est eux qui font les lois, hein, avec des décrets ministériels et tout. Les préfets vont au-delà des décrets ministériels. Donc il y a des paradoxes, des anomalies que je n'imaginais pas pouvoir être. D'ailleurs, ça me fait réfléchir sur toutes ces causes des gens que j'ai entendus par le passé défendre des causes en disant mais c'est pas normal et tout. Et maintenant, je vois à quel point ça peut être amoral, anormal en termes d'élevage. Ce qu'on nous demande, c'est il y a des choses, il y a des contraintes qui sont anormales ou pas logiques. Donc aujourd'hui, effectivement, le juridique, c'est le dernier recours pour essayer de gagner la bataille et ancrer enfin, peut-être un jour, et c'est ce qu'on aimerait, la bataille ne s'arrêtera pas au fait qu'on nous dise, bon, ok, vous vaccinerez pas pour ce que... Non, nous, on veut qu'on reconnaisse qu'on ne peut pas, que c'est dans l'intérêt commun de ne pas faire des lois à la verticale sans expliquer, en nous obligeant à faire donc des interventions, parce que là, une vaccination, c'est une intervention chimique sur un animal. Elle peut être, on n'est pas contre la vaccination, on est pour la liberté de le faire. Donc ceux qui veulent le faire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment débouter cette idée qu'on puisse imposer une façon d'agir sur des métiers. Et j'ai envie de dire, ça ne concerne pas que les éleveurs. Finalement, aujourd'hui, moi, je le vois à tout niveau. Je me dis, tout le monde devrait pouvoir se monter en citoyen libre, que ce soit les chauffeurs de taxi, les hôtesses de l'air ou je ne sais quel métier. Mais on mérite tous d'être écoutés dans nos corps de métier entre nous avant de pondre des lois. Voilà. Ces lois sanitaires, sous couvert de la science, moi j'expliquais il n'y a pas longtemps à quelqu'un qu'un vétérinaire, c'est pas un scientifique. Un vétérinaire s'appuie sur de la science, mais c'est pas un scientifique. Alors que nous, quand on vient ici, ou dans les conférences que font nos vétérinaires, ils disent « Oui, mais nous, on est des scientifiques ». Non, en fait, les scientifiques sont de notre côté. Nous, on a vraiment des études costauds de scientifiques qu'on nous apporte, qu'on va chercher aussi. Et en fait, les scientifiques ne disent pas du tout ce que disent les vétérinaires. Les vétérinaires, c'est les gens entre les scientifiques et le terrain. Eh bien, je pense qu'on est en train d'utiliser les vétérinaires comme un bras armé des ministères, en disant aux vétérinaires, voilà ce que vous allez opérer. Alors qu'ils devraient être là pour soigner les bêtes. Enfin, pour être à l'écoute déjà de nos problématiques, dans nos modèles agricoles et d'élevage, parce qu'on en a tous des différents. Nous, on s'est regroupés entre... Maintenant, on commence à être... quelques bonnes dizaines d'éleveurs, on est plus d'une centaine d'éleveurs quand même regroupés à discuter par rapport et à être d'accord sur la non-obligation vaccinale, et on n'a pas un modèle identique à l'autre. Voilà. Donc, en fonction, le vétérinaire, c'est un peu comme le médecin de famille. Et d'ailleurs, autrefois, les vétérinaires, quand ils venaient, c'était des partenaires. Pour nous, ils connaissaient le cheptel, ils savaient où est-ce qu'il est, dans quelles conditions il vit. Aujourd'hui, on leur donne des protocoles qui sont en fait des fichiers Excel où voilà, vache, vaccin, tel jour, une date et un rappel et machin. Et eux, ils appliquent le protocole. Et du coup, on perd
ce partenariat qu'on avait avec les vétérinaires, de leur expliquer, voilà, cette vache va pas bien, mais je voudrais la soigner encore un peu avant de faire ça, parce qu'il y a l'autre là-bas voilà, on avait nos raisons, et il y avait une écoute. Donc il y a une forme de rupture de confiance, vous êtes en train de rupture le dire. Confiance totale. Et d'ailleurs, on en vient à se poser la question entre éleveurs qui sommes sous le courroux de la loi actuelle, qui en fait, je pense que c'est faux, hein. Je pense que la loi va pas aussi loin que les préfets, mais bon, on est quand même sous ces obligations. On est en train de se poser la question si on va pas rompre les partenariats avec donc les prophylaxies et tout ça, hein. Mhm. Alors là, on s'expose à d'autres problèmes peut-être, mais je veux dire, aujourd'hui, on peut plus tourner le dos à notre vétérinaire. On va devoir vérifier qu'il change bien les aiguilles, on va devoir vérifier qu'il injecte pas le vaccin sans notre consentement. En fait, on en vient à se poser vraiment des questions, parce que le discours vétérinaire, alors il y a des vétérinaires qui se sont dissociés quand même de ce discours global, mais ils ne sont pas entendus. Ils sont inquiétés par leurs instances. Donc, il y a le conseil des vétérinaires, comme le conseil de l'ordre des médecins, il y a le conseil de l'ordre des vétérinaires, qui les briment si ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce protocole. Il y en a quelques-uns qu'on a identifiés, qui sont des partenaires, qui nous, d'ailleurs, aujourd'hui, nous permettent éventuellement d'accéder à du soin, donc plutôt naturel, si jamais on a un problème sur notre troupeau, parce qu'on ne va pas appeler nos vétérinaires sanitaires, donc ceux qui normalement venaient chez nous, et ceux par qui moi je passais quand j'avais vraiment un problème. Voilà, aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver d'autres cours. En fait, on est en train de se trouver des nouvelles voies de fonctionnement. Et finalement, ça remet en question beaucoup de choses dans cette organisation telle qu'elle est faite de l'accompagnement des élevages en France. Parce qu'on a beaucoup d'organismes, la DDPP, les GDS, les vétérinaires, voilà. Et tout ça, on est en train de se réfléchir à comment on va enlever ces gens qui sont en fait finalement un organisme de contrôle et qui est c'est des organismes de plus pour nous tordre les bras à avoir des pratiques qui ne sont pas les nôtres, et sur lesquelles on ne trouve pas le bon sens. Donc on va voir demain. Mais il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui. Romain, après avoir fait le tour de l'exploitation de vos animaux, de les avoir vus s'alimenter, on se pose toujours quand même la question, quand vous faites de l'élevage, surtout à vocation d'aller dans des circuits courts pour que ça fasse de l'aliment, et qu'on a des maladies comme ça, comment vous vous assurez, on va dire, que ce que vous n'injectez ou ce que vous n'injectez pas, les produits que vous donnez, sont suffisamment de qualité pour garantir au consommateur, celui qui va manger la viande, qui va juger si jamais la viande est de bonne qualité? Quand vous vous assurez de cette interface, en fait, de votre devoir quelque part? Bah, moi, je pars du principe que moins on intervient sur l'alimentation de la vache, plus la viande sera de qualité. Moins il y a Donc on de laisse doute faire la sur nature, on quelque laisse part. faire la nature. Voilà, exactement. Par contre, cette injection, il faut savoir qu'au niveau de la notice, il y a 0 délai, il y a 0 minute entre l'injection et l'abattage en voie d'aller en boucherie. Donc les gens qui vivent aujourd'hui sur des réseaux locaux, hein, en bio, comme moi, je suis en bio, si je vaccine ma vache, à partir du moment où mon vétérinaire me prescrit quelque chose, je reste en bio, peu importe le produit. Bon, aujourd'hui, cette vaccination pour la DNC vous permet d'abattre immédiatement, injecter et abattre dans l'heure qui suit. Et ça peut partir dans l'alimentation. Or, on sait sur la notice, il est bien indiqué que on retrouve la présence du vaccin dans le lait, dans la viande. Donc aujourd'hui, même si on est en bio et qu'on est dans une zone d'obligation vaccinale, on peut avoir la certitude à 100% que la viande, même bio, qu'on mange, on va dire au resto du coin qui est local, est injectée et donc contient de la maladie. Parce que pour le coup, ce vaccin-là, c'est un vaccin à virus atténué, mais donc c'est bien le virus actif, vivant, atténué qu'on injecte. Et donc ça, dans l'alimentaire, moi je me pose la question aujourd'hui, pour la traçabilité, pour le consommateur, moi je peux garantir ma viande puisqu'elle n'est pas vaccinée et que mes vaches mangent que des aliments naturels, et il y a un peu de grain que je donne en plus pour le contact et pour renforcer un petit peu l'alimentaire, mais en bio. Donc moi je peux garantir que la viande de mes vaches est une très bonne viande. Après, aujourd'hui, un restaurant qui vous vend de la viande bio dans une zone d'obligation vaccinale, en fait, vous vend de la viande vaccinée. Donc, je ne sais pas si c'est... D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui permet de savoir si cette viande pose des problèmes dans l'alimentation, en fait, dans la chaîne alimentaire. Donc, c'est vrai que moi, je me pose la question. Je l'ai posé autour de moi à des restaurateurs en disant est-ce que tu vas mettre sur ton menu que ta viande est bio mais vaccinée ou pas? Et j'ai eu en face de moi des gens qui ne s'étaient même pas posé la question.
Voilà. Donc, et finalement, j'ai informé cette personne que la viande qui vend aujourd'hui est vaccinée et donc a de la maladie injectée. Après, ça dépend de combien de temps après, mais les études sont floues sur tout ce qui concerne ce vaccin. Pour le reste, quand vous mettez un antibiotique à votre vache, par exemple, une vache qui a un problème qui mérite un antibiotique fourni par un vétérinaire, vous avez un délai, toujours. Sur la notice, c'est tout le temps. Tous les traitements d'intervention des vétérinaires sur les animaux qui utilisent des produits du type antibiotique ou vaccin ou peu importe le traitement, il y a toujours un délai entre la pose de ce produit et le délai d'abattage. C'est Sauf lié ce à la demi-vie de la molécule, c'est lié à la durée de vie de la molécule pour qu'elle... dans l'animal. Voilà, oui. tout à fait. Tout à fait. Et c'est logique. Et nous, on a toujours fonctionné comme ça. On est habitué à savoir que s'il y a un traitement sur notre animal, bah, pendant un certain temps, on consomme ni le lait ni la viande, ou il y a des, en tout cas, c'est indiqué. Et là, vraiment, sur la notice, il suffit d'aller la voir sur Internet. Sur la notice, il y a marqué qu'entre le délai de vaccination et le délai d'abattage, 0 jours. Donc, et il y a marqué même sur cette notice que quand on injecte ce virus atténué, il est présent dans la viande et le lait. Donc ça, c'est une anomalie, encore une, mais bon, parmi des centaines. Voilà. Donc nos consommateurs, moi en tout cas, je sais qu'on n'a plus le droit d'abattre. Aujourd'hui, on nous interdit l'abattage de nos vaches. Donc on peut même pas. Nous, on a beaucoup de consommateurs. Pour tous les gens que je connais qui se mettent à nos côtés pour la liberté vaccinale et qui eux ne vaccinent pas, ils ont tous des consommateurs qui leur disent moi, je veux de la viande pas vaccinée. Et principalement, je pense que si demain on alertait l'opinion publique sur le fait qu'en zone vaccinale, la viande locale est vaccinée, on aurait certainement une chute des ventes sur la viande locale. Après, il y a énormément de zones en France où il y a l'interdiction vaccinale. Donc auquel cas, là, la viande n'est pas vaccinée. Et donc, c'est de la viande qui, normalement, en tout cas, n'a pas ce vaccin. Et normalement, est de la bonne viande. De toute façon, on a un pays qui est magnifique en termes de quantité diverses, de qualité de viande en fonction des races de vaches, des types d'élevage. Donc nous, on est plutôt pour justement garder cette diversité. Aujourd'hui, tout nous amène à finalement avoir des protocoles qui vont nous ramener à tous fonctionner de la même manière. C'est un peu aussi ce qu'on essaie de défendre, c'est que c'est par le fait qu'on nous laisse notre liberté individuelle d'élever nos vaches qu'on arrive à se panacher de qualité de produits français dans toutes les régions. Le nombre de fromages, le nombre justement de types de viandes différentes. On a vraiment un pays qui a toujours été mis en vitrine au niveau international de tous les produits fabriqués en France qui sont vraiment qui ont leur particularité. Et aujourd'hui, les protocoles, finalement, nous poussent à adopter des modèles qui vont nous homogénéiser dans notre élevage ou dans notre culture. Et nous, on refuse ça aussi. On a envie de garder nos particularités. Je vous ai entendu parler beaucoup de vaccins, mais quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est la liberté d'élevage, la liberté de traitement, de choisir. C'est pas que du vaccin, en fait. On est en train de parler ça pourrait être une autre molécule, un autre traitement. Vous demandez les données de la science, le recul, de manière à pouvoir assurer une qualité et de vous assurer que ce que vous donnez à vos animaux, à vos bêtes, soit bien conforme et corresponde bien à l'usage futur du produit. Tout à fait. Nous, on n'est pas du tout on n'est pas anti-vax, on n'est pas anti-traitement. En fait, on a l'habitude de ça, d'agir sur nos animaux, mais c'est pas souvent. Sur les vaches sont, en règle générale, quand elles sont en pleine nature et quand elles ont une bonne immunité, on intervient très peu. Mais évidemment, nous, on veut comprendre ce qu'on fait avec nos animaux. En fait, on a besoin de bon sens. Donc, à chaque fois, on demande à nos vétérinaires qu'est-ce que vous faites, pourquoi, ok, et combien de temps, qu'est-ce que ça va générer comme effet secondaire, tout ça, c'est des questions qu'on se pose vraiment. Moi, si demain arrivait une maladie qui vraiment peut passer sur les autres animaux, ou peut ravager les troupeaux, ou peut passer sur l'homme, mais évidemment que s'il y avait un vaccin probant qui existait, mais ou un traitement, voilà. On se poserait même pas enfin si, on se poserait la question. Heureusement, justement, notre cœur de problème, c'est le fait que on nous demande de ne pas nous poser les questions. Alors que dans notre métier, on est obligé de se poser en permanence des questions. Il y a beaucoup de choses autour c'est une variété de questions qu'on se pose, mais qui concernent tout notre modèle, l'environnement. Il y a énormément de choses. Tous les jours, on observe, on se pose des questions, justement. Et si on ne trouve pas de réponse, on va les chercher là où elles sont. Donc ça peut être dans la science, dans les autres éleveurs. Voilà.
Vous avez fait une émission il n'y a pas longtemps avec le jeune Maxime Lhomme, un jeune homme qui a parlé de l'abattage de son troupeau, de cet abattage arbitraire. J'aimerais quand même qu'on ait une pensée pour les jeunes et avoir votre réaction sur savoir quel est le modèle que l'on donne à nos jeunes, parce que ces jeunes qui devraient être en apprentissage avec les bêtes, aujourd'hui, ils sont en train de faire de la communication, de répondre à des questions. Est-ce que c'est un bon usage du temps, de votre temps même, de faire de la communication? Alors déjà pour Maxime, voilà, Maxime effectivement c'est un jeune qui dans son jeune âge a vécu, je pense que je peux le dire, un traumatisme d'un abattage total d'un troupeau en plus vacciné, donc qui avait accepté le protocole d'État et sur lequel il y a eu un abattage de 83 vaches, euh, abattage gâchis, abattage jeté dans des bennes comme on jetterait des poubelles. On a jeté avec des grues les vaches dans des Donc un bennes traitement inhumain, on pourrait appeler. inhumain et même au niveau de l'animal. Les euthanasies dont on parle, là, quand on abat en série 80 vaches, et il y a eu pire, un board c'était 200 vaches, mais pire, on va pas faire la hiérarchie du pire. En fait, le fait de faire des abattages totaux comme il a été organisé avec en fait des piqûres qui rend la viande impropre à la consommation, alors qu'il est dit que cette viande avec cette maladie est propre à la consommation. Non, là on a détruit de la vache, donc des animaux en bonne santé pour 95% et voire plus, 99% des troupeaux. On a abattu des vaches en bonne santé, parfois des mères gestantes qui allaient faire leur veau la semaine qui suivait. Et à la chaîne, il faut savoir qu'un animal qui voit celui devant lui se faire abattre ressent et voit. Et tout ça, c'est une souffrance, c'est une angoisse. Donc ça met les troupeaux, au moment d'un abattage total, ça met une ambiance, j'ai envie de dire, dans l'atmosphère, dans l'air autour, dans toute la ferme, sans compter que ce jeune Maxime-là, ce qui s'est passé chez lui, ça rentre dans un souvenir chez lui, là où il vit, là où il passe son temps. Et cette famille qui est remarquable arrive à reconstruire à partir de là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui, après ce genre de choses, renonceraient. Peut-être des gens plus proches de la retraite auraient plus de facilité à balayer, à dire ah, mais moi je veux jamais revivre ça de ma vie. Et à Bord-sur-Arize, il y avait deux frères qui n'étaient pas d'accord sur l'acceptation du protocole, et ça a créé des histoires de famille. Et donc ça c'est venu interférer dans les relations familiales. Et ce trauma-là, pour se reconstruire là-dessus, bah, moi personnellement, je ne sais pas si j'aurais la force, si on m'abattait tout mon troupeau, de me dire bon, c'est reparti, je recommence. Sans compter que le troupeau-là avait respecté les protocoles. Donc, qu'est-ce qui garantit? Si on respecte le protocole de vaccination et qu'on abat quand même le troupeau après, je me demande comment se reconstruisent les gens là-dessus en ne se disant pas que ça peut recommencer demain. Donc moi, je ne peux pas imaginer, de la même manière que je ne peux pas imaginer qu'on vienne tous les ans faire une piqûre qui dure 12 mois, alors que l'immunité naturelle dure à vie, eh ben, je ne comprends pas comment je pourrais reconstruire un troupeau dans le risque qu'on me le réabatte l'année d'après. Et donc, c'est quelque chose que c'est une force énorme. Et effectivement, aujourd'hui, nous, Collectif Libre, on est béarnais, on est ariégeois, on est dans l'Aude, on est dans la Loire, on est dans la Savoie. Et nos métiers, c'est d'être sur nos exploitations, à être sur de la nature principalement, sur nos élevages, à gérer le demain, à revenir sur donc à enregistrer ce qui se passe hier pour le reprojeter dans le demain, dans ce bon sens. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire, moi en tout cas, je suis en train de communiquer là, en train de faire une interview ou de faire un site internet, d'être derrière mes mails pour répondre aux gens qui veulent nous appuyer, qui veulent nous aider. Donc ça vous consomme du temps pour ne pas passer du temps à votre exploitation quelque part. Et même ça me modifie ma façon de vivre. En fait, mais là, je suis obligé, c'est un combat, c'est une lutte. Et on va la mener. Et on va la mener jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que c'est le bout de cette lutte, parce que avec ce qu'on nous met depuis les préfets, on peut imaginer vraiment je ne sais pas si ces gens ont des limites, parce qu'on leur a exposé vraiment les problématiques, alors quand on peut communiquer avec eux, et voilà, un discours sourd, aveugle, en face de nous, qui n'écoute pas ce qu'on dit, et qui pousse plus loin. Non, vous allez le faire. Non, et puis on va vous emmener les militaires le faire. Donc on va contraindre par la force à vacciner. Moi, mes vaches sont en pleine nature, vous avez pu le voir tout à l'heure. Si ici des militaires ou des vétérinaires, ou peu importe qui, vient à côté du champ, vous savez, il y a Philoche qui a l'œil pour se dire « Oh là là, les filles, il faut filer ».
mais elles partent en courant. Donc c'est quoi l'issue d'une obligation vaccinale? Je me pose la question, c'est quoi l'issue pour eux? Est-ce qu'ils viendront jusqu'à abattre mes vaches parce que c'est des cas contacts ou des vaches asymptomatiques, donc pas malades? Je ne sais pas en fait. Mais contraindre mes vaches à la vaccination si je ne suis pas d'accord, je pense que c'est de l'ordre de l'impossible. Voilà. Parce que je n'ai pas de bâtiment, parce que ici c'est la forêt, que les vaches, les clôtures ne résistent pas à une vache qui a peur. Aucune clôture d'ailleurs ne résisterait à une vache qui a peur. Moi, elles m'ont plié des barrières en métal. Les Surtout vaches, encore plus à un troupeau. Donc en plus, alors, si un jamais il y en a troupeau, une. voilà. Alors s'il y a l'effet troupeau, voilà. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on va là. Je sais pas. Ces gens qui s'imaginent pouvoir vacciner de force, je pense qu'ils n'ont jamais vu de vache. Moi, je les invite à venir voir ne serait-ce qu'une prophylaxie chez moi, parce qu'il y a des gens chez qui ça se passe. Vous très les bien. invitez à venir discuter avec vous déjà et aussi à Déjà, voir comment ça se passe. Discuter, on les invite légalement. Ils sont tenus de nous inviter à discuter. Or, ils ne le font pas. On leur a demandé, les avocats leur ont demandé plusieurs fois. Mais par contre, moi, évidemment, je suis ouvert à toute discussion. Maintenant, on a eu des discussions, d'autres éleveurs ont eu des discussions en direct avec les préfets, et c'est une fin de non-recevoir. C'est oui, d'accord, mais le protocole. Voilà, on revient là-dessus. Alors qu'on parle de 400 vaches en Ariège sur 73 000 qui ne sont pas vaccinées, donc qui sont contenues ensemble, en tout cas, sur des troupeaux ensemble. Et on peut projeter la même image sur la fin des zones, avec le début des zones interdites à la vaccination, où il y a cette proximité pareille des troupeaux. Sauf que là, vu que c'est une zone, vu que c'est le protocole, il n'y a pas de souci. Mais par contre, nous, dans la même configuration ici, dans le territoire, avec de très petits troupeaux, finalement, qui ne sont pas vaccinés, quand tous les autres le sont. Donc, si le vaccin est efficace, j'ai envie de dire, que risque-t-on, à part nous-mêmes pour nos vaches? Non, on est contraint à des amendes par tête de vache. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas encore réalisé. Aucun éleveur n'a reçu les amendes véritablement établies. C'est des menaces avec des estimations. Il y a des procès-verbaux d'estimation donc, de ce qu'on va devoir. Donc ça, on les a. Donc moi, j'ai le total. Ils m'ont fait la liste de ce que je risquerais de devoir. Mais c'est un juge qui va statuer ça, qui va devoir... Ça s'élève à combien pour vous, par exemple? C'est 750 € par tête. Donc moi, qui suis en démarrage, j'ai 10 têtes, ça fait 7500 €. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on paye, on est tranquille. Non, il faut payer et vacciner, de toute façon. Mais par contre, il y a des éleveurs avec nous qui ont 200 têtes. Donc 200 têtes, là, on est sur des sommes de centaines de milliers d'euros. Et c'est le coût d'une exploitation, presque. C'est marrant parce qu'il y a un parallèle que je me suis fait il n'y a pas longtemps. Il y a une éleveuse qui me disait, c'est marrant parce que moi, mon amende s'élève exactement à mon montant de la PAC. Donc de la politique agricole commune qui donne des aides aux éleveurs. Donc elle dit, c'est marrant parce que mes amendes montent exactement au même montant que ma PAC. Et ça m'a fait penser à Cocopelli, qui vendent des graines et qui, l'ancien président, le père, disait, nous on a des amendes tous les ans parce qu'on vend des graines qui ne sont pas dans les registres légaux protocolaires des graines qu'on a le droit de vendre. Et bizarrement, c'est les mêmes personnes qui me mettent les amendes qui achètent les graines. Et finalement, les amendes montent exactement au montant de ce qu'on nous commande pour les restaurants de luxe dans lesquels vont ces gens qui font les lois. En fait, finalement, c'est kiff-kiff. Et nous, dans les consommateurs, on a ces préfets qui viennent nous acheter. Vous avez ces membres de l'autorité. En fait, ça, c'était peut-être ma dernière question. C'est quand vous rencontrez les vétérinaires, quand vous rencontrez les gendarmes, les forces de l'ordre qui viennent avec cette obligation, ces autorités, ces préfets, est-ce qu'en off, ils vous disent un discours qui est différent de ce qu'on vous dit de manière officielle? Alors, tout ce qui est gendarmes sont avec nous, en fait. Sauf qu'ils disent, nous, on a des ordres et c'est leur métier de répondre aux ordres. Donc ça, vous comprenez, on va dire. Et moi, on le comprend. Non, mais, alors, nous, on est vraiment dans la discussion. On n'est pas du tout... Il n'y a personne dans le collectif libre qui va dire ce qu'il faut faire. Mais quand vous avez un préfet ou un vétérinaire qui vient vous voir et qui regarde la manière dont vous traitez vos animaux, est-ce qu'à un moment donné, ils ont un moment de conscience, un moment de doute ou pas? Je pense que les vétérinaires et les préfets ont les moyens de manger peut-être des produits de qualité plus que d'autres personnes. Après, déjà, moi, j'ai pas de contact avec le préfet directement, ça ne m'arrive pas. Il y a d'autres éleveurs qui vendent justement, qui sont très conscients de vendre en local, de vendre des produits, pas que de la viande d'ailleurs, des produits de qualité sur une inscription de circuit court et tout ça. Et les préfets sont clients. Et en même temps, ils leur envoient des recommandés. Donc c'est presque une pathologie. C'est lunaire, quoi, on pourrait dire. Ouais, c'est lunaire. Ouais. La même personne envoie une contrainte de vacciner de force et en même temps vient dans ces échoppes où on vend cette viande de qualité ou d'autres produits pour faire ses courses. Donc la question se pose. Les vétérinaires
Moi, franchement, hein, je peux pas parler des vétérinaires. Il y en a qui se rejoignent à notre cause, mais ils peuvent pas trop communiquer. Ils n'ont pas trop le droit. Et pour ceux avec qui on communique, bon, ben, on aimerait pouvoir les renvoyer à la science, en fait, tout simplement. Et ils Leur disent c'est le demander de protocole. regarder C'est les le données de la protocole. science. Voilà. Et Finalement, le préfet et les vétérinaires disent ah, mais c'est le protocole, c'est la loi, c'est comme ça. Mais le protocole n'est pas forcément la science, c'est ce que vous Et c'est ce que je dis. Et là, par contre, on aimerait pouvoir. D'ailleurs, on demande à rencontrer. Il y a une personne qu'on a identifiée comme étant la personne qui explique aux vétérinaires quoi dire aux éleveurs. Et cette personne-là, on aimerait la confronter en direct pour lui donner le contre-argumentaire. Et ça ne répond pas. On ne veut pas créer cet espace contradictoire de pour et contre. Et pourtant, en face de nous, on est prêts, nous, éleveurs, à se mettre en face d'un vétérinaire, donc de quelqu'un qui est censé avoir un métier qui est rapporté à la science. Et on est prêt à débattre parce que les questions qu'on se pose, on les a posées au préfet sous forme de lettres et on n'a aucune réponse. Et vous pensez que si jamais il y avait un contradictoire, vous arriveriez avec vos arguments à convaincre les personnes qui sont obligées d'agir contre leur propre conscience, c'est-à-dire de suivre les ordres alors qu'ils ont une information alternative? Je n'espère pas ça, mais ce que j'espère, c'est que les citoyens, en regardant ce contradictoire, comprennent où se situe le bon sens et où se situe la science protocolaire. Si j'ai envie de dire. Quelque part, c'est l'objet un peu d'une émission comme celle-là. C'est un message que vous aimeriez, le mot de la fin que vous aimeriez faire passer. Regardez, renseignez-vous. Eh bien, on aimerait bien, en tout cas, pouvoir opposer les arguments de la science qu'on a, nous, face aux arguments protocolaires qu'on nous oppose et sur lesquels on nous contraint. Voilà. Nos libertés sont atteintes gravement aujourd'hui. Celle de la défense, parce qu'on n'a pas le droit de se défendre. Si on n'est pas d'accord avec les recommandés, on a le droit de prendre des avocats et de faire un recours. Mais par contre, on doit vacciner quand même. Donc, c'est une atteinte grave au droit de la défense. Et il y a aussi nos libertés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit comment entreprendre chez nous. Donc, aujourd'hui, c'est nous. Mais j'ai envie de dire, demain, ça sera n'importe quel métier, n'importe quelle personne. Si on commence à accepter des ordres verticaux qui n'éclairent pas la raison et qui ne sont pas consentis, si on peut obliger à des protocoles non consentis, alors quels seront-ils demain? Donc il y a une perte d'autonomie, une forme de déshumanisation de la décision. Ouais, déshumanisation, c'est des humains qui nous donnent ces protocoles. Mais par contre, une sourdité et un aveuglement de la vie des autres. En fait, nous, on respecte la vie de chacun, de nos consommateurs, peu importe leur métier, qu'ils soient préfets ou voilà. Nous, on fait notre produit et on veut pour nous-mêmes, on travaille pour nous-mêmes, pour dormir bien la nuit, j'ai envie de dire. On va faire des bons produits à destination. Plutôt, moi, je suis dans un modèle local, mais il n'y a pas que moi en collectif libre. Mais en tout cas, on fait des bons produits, on est dans notre intégrité. Et aujourd'hui, on veut bousculer cette intégrité pour nous contraindre à une autre. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est notre liberté. Donc, ce collectif Libre, qui est parti du Pays Basque, il a le bon nom. C'est-à-dire que nous, on est pour la liberté individuelle de chaque personne, à pouvoir, évidemment, dans le bon sens et dans le respect des autres, de pouvoir s'entreprendre et de faire son métier. Voilà. Merci beaucoup Romain Lefebvre, on est sur votre exploitation en Ariège. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert dans cet entretien que vous auriez aimé mentionner? Il y a tellement de choses que ça fera peut-être office de prochaines interventions qu'on fera avec le collectif. Et surtout que je ne suis pas seul à parler, on est un collectif, donc on est assez nombreux et les troupes grossissent. Voilà.